Épisode 49. Pourquoi les séries sont-elles si populaires aujourd'hui? Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Comme d'habitude, je suis très content de vous retrouver. On approche de la fin des vacances, c'est bientôt la fin du mois d'août. Donc j'espère que vous avez bien profité de ces vacances et peut-être que vous m'avez emmené avec vous à la plage ou dans les montagnes. Peut-être que vous avez écouté le podcast pendant vos vacances. Et si c'est le cas, voilà, j'espère que le podcast vous a permis de passer un bon moment et de ne pas oublier de faire un peu de français tous les jours, même en vacances. Enfin, c'est la fin des vacances juste pour l'hémisphère nord parce que dans l'hémisphère sud, le printemps va commencer. Et je sais qu'il y a pas mal d'auditeurs australiens, donc j'en profite pour les saluer. Salut à tous les auditeurs australiens. Et puis, je voulais aussi vous dire que je reçois beaucoup de questions sur le programme, car comme vous le savez, je suis toujours en train de travailler sur un cours pour les étudiants intermédiaires. Et bon, je voulais vous dire que voilà, ça avance, j'ai toujours beaucoup de travail, mais j'espère qu'il sera prêt fin septembre. En tout cas, je travaille très dur sur ce programme et je fais mon maximum pour le finir le plus rapidement possible. Avant de commencer ce podcast et de parler des séries, on va écouter un message que j'ai reçu il y a 2 semaines d'un auditeur qui s'appelle Andrei. Donc Andrei est russe, mais il habite aux États-Unis, plus précisément à Charlotte, en Caroline du Nord. Bonjour Hugo, je voudrais te remercier d'avoir monté ton podcast. Je le trouve très intéressant et très utile pour moi. Je l'écoute chaque fois que tu sors un épisode et ça fait mon trajet au travail beaucoup plus agréable. J'ai commencé à apprendre le français il y a 8 mois et d'abord je trouvais que écouter le français était très difficile pour moi. Mais avec ton podcast, je me sens que je me suis beaucoup amélioré. Maintenant, je peux regarder plusieurs séries en français. Par exemple, je viens de regarder une série sur Netflix qui s'appelle Les grandes vacances. Il s'agit d'une famille au début de la Deuxième Guerre mondiale. Bien que ce soit une série pour les enfants, je l'ai bien aimé. J'essaie de suivre tes conseils et faire un peu de français chaque jour. J'ai trouvé des professeurs du français sur Italki et j'essaie de pratiquer le français au moins 3 fois par semaine. Et aussi, j'ai fait quelque chose qui m'intéresse, mais en français. Par exemple, je viens d'acheter un jeu vidéo pour les PlayStation, mais au lieu d'y jouer en anglais, j'y joue en français. Et pour ça, je peux pratiquer sans me sentir que je pratique. De nouveau, je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous et à bientôt. Un grand merci à toi, Andrei, pour ton message. Vraiment, je trouve que tu as un niveau très impressionnant après seulement 8 mois. Mais comme tu nous as expliqué un peu ta méthode, je ne suis pas surpris parce que je trouve que tu as vraiment une très bonne méthode. Vous avez entendu
que Andrei prend des cours 3 fois par semaine sur le site italki pour parler français, pour être actif. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider à progresser plus rapidement. Évidemment, tout le monde n'a pas le temps ni les moyens, peut-être, de prendre 3 heures de cours particuliers de français par semaine, mais je vous conseille, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, de trouver au moins un partenaire d'échange pour pouvoir pratiquer chaque semaine. Parce que si vous voulez être capable de parler français, évidemment, il faut vous entraîner à parler français. Vous n'allez pas apprendre à le faire simplement en lisant et en écoutant ce podcast. Et en plus de ça, Andrei fait des choses qui lui font plaisir. Par exemple, il vous a parlé de cette série qui est sur Netflix, qui s'appelle Les grandes vacances. Personnellement, je ne la connais pas, mais j'ai regardé quelques extraits et je pense que c'est vraiment une série intéressante. C'est une série pour les enfants, donc ça n'est pas aussi rapide que dans les films ou les séries pour adultes, et en plus, c'est un dessin animé. Un dessin animé, c'est ce qu'on appelle aussi un film d'animation. Donc merci beaucoup Andrei pour cette recommandation, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont en profiter et qui vont pouvoir regarder cette série. D'ailleurs, à la fin de ce podcast, moi aussi je vais vous recommander 2 séries françaises que je trouve vraiment excellentes et qui sont disponibles sur Netflix. Mais pour ça, il faut être patient et attendre la fin de l'épisode. Et puis, le dernier conseil qu'a donné Andrei, enfin pas vraiment un conseil, mais cette chose qu'il fait et qui lui permet de progresser, c'est de jouer aux jeux vidéo en français. Donc ça aussi, je trouve que c'est une très bonne idée de faire quelque chose que vous aimez faire et que vous avez l'habitude de faire dans votre langue maternelle, mais de le faire plutôt en français. Ça peut être jouer aux jeux vidéo, ça peut être, chercher des recettes pour cuisiner, plein de choses comme ça, des activités que vous aimez faire au quotidien et que vous pouvez essayer de faire en français. Soyez imaginatif, soyez créatif et je suis sûr que vous allez trouver des moyens d'ajouter des petites doses de français dans votre vie quotidienne. Et petit à petit, avec toutes ces micro-doses de français que vous allez ajouter, vous allez voir que au final, ça peut faire une grande différence. Donc encore une fois, un grand merci à toi, Andrei, pour tous ces conseils que tu nous as donnés et pour ton témoignage. Je pense que ça va vraiment motiver les auditeurs. Si vous aussi vous voulez m'envoyer votre témoignage, vous pouvez enregistrer un MP3 et l'envoyer à mon adresse email hugo@innerfrench.com hugo@innerfrench.com et je me ferai un plaisir de le diffuser dans le prochain épisode du podcast. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé, on va parler de séries. Normalement, si vous êtes connecté au monde, si vous ne vivez pas dans une cave ni dans une caverne, vous avez remarqué que depuis quelques années, les séries sont devenues extrêmement populaires. On en parle dans les médias, on en parle au travail avec ses collègues, on en parle avec sa famille, avec ses amis. C'est devenu un sujet de conversation incontournable, un sujet de conversation qu'on ne peut pas éviter. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Les séries, avant, ne bénéficiaient pas de la même considération. Elles n'étaient pas aussi appréciées que maintenant. Donc, justement, on va voir ce qui a changé. Comment les séries sont devenues si populaires. Pour ça, l'épisode va être divisé en 2 grandes parties. Dans la première partie, on va voir un peu l'histoire des séries et les 3 grandes époques qui ont marqué le développement des séries télévisées. Et puis dans la deuxième partie, on parlera des séries à l'époque contemporaine et on verra quels sont les ingrédients de leur succès.
Et pour finir, comme je vous l'ai promis, je vous recommanderai 2 séries françaises qui, à mon avis, valent la peine d'être regardées. Si on s'intéresse à l'histoire des séries, on voit que les premières sont apparues dans les années 50. Faut savoir que les années 50, c'est l'âge d'or de la télévision aux États-Unis. Quand on dit l'âge d'or, ça fait référence à une époque, à une période glorieuse, que ce soit pour l'économie, que ce soit pour le sport. Par exemple, on peut parler de l'âge d'or du football français, mais aussi, dans le cas présent, l'âge d'or de la télévision. C'est-à-dire que 70% des maisons américaines dans les années 50 étaient déjà équipées de télévision. La télévision était présente dans la grande majorité des foyers américains. Et ça a permis de développer de nouveaux formats, de nouvelles émissions et en particulier les premières séries. Au début, ces séries, elles reprenaient les genres qui étaient populaires au cinéma. Par exemple, le western ou les polars. Ah oui, le mot polar, ça désigne une série ou un roman policier. C'est intéressant parce qu'aux États-Unis, pour désigner ça, on se place du côté des criminels, on peut dire une série criminelle, mais en France, on se place plutôt du côté de la police. Donc on dit un roman policier, une série policière ou un polar. Il faut savoir que à cette époque, les producteurs de séries ont des moyens assez limités. Les tournages sont très courts parce qu'ils doivent être faits en 8 jours, et puis les formats aussi sont plus courts que les films au cinéma. Par exemple, les épisodes de séries ne durent jamais plus de 40 minutes. Et puis, les budgets ne sont pas les mêmes, donc évidemment, les acteurs et actrices qu'on trouve dans les séries ne sont pas les grandes stars de l'époque. Ce sont en général les acteurs et actrices qui sont plutôt sur le déclin, c'est-à-dire qui sont en fin de carrière, ou les acteurs et actrices de seconde zone, ceux qui ne sont pas les plus populaires. Il y a quand même une exception à ça, c'est une série qui était présentée par le réalisateur Alfred Hitchcock. Chaque épisode était une histoire complètement différente, avec toujours une introduction par le réalisateur et à la fin, on retrouvait Alfred Hitchcock qui expliquait un peu la morale de l'histoire. Donc ce réalisateur n'a pas eu peur d'essayer ce format, d'essayer la série, même si ça n'est pas lui qui a réalisé chaque épisode. Il en a réalisé seulement une vingtaine et les autres étaient faits par d'autres réalisateurs. Mais à part cette exception, à cette époque, au début des séries, on peut dire qu'elle ne jouissait pas vraiment d'une grande reconnaissance sociale. Mais la situation commence à changer à la fin des années 70 et surtout dans les années 80 avec l'apparition d'un nouveau genre de série, les soap operas. En français, on appelle ça aussi les feuilletons. Les feuilletons. Donc ce format, il est assez novateur à cette époque et il propose une nouvelle structure narrative. Ça veut dire une nouvelle façon de raconter les histoires. Avant, il y avait dans chaque épisode des séries une intrigue. Une intrigue, c'est en fait le problème principal qu'on essaye de résoudre. Par exemple, ça peut être une intrigue dans un film ou dans un livre. Donc chaque épisode avait son intrigue et à la fin de l'épisode, l'intrigue était résolue. Mais avec ce nouveau format, avec les feuilletons, ça change. Maintenant, il y a une intrigue dans chaque épisode, mais aussi des intrigues plus longues qui se développent sur toute une saison. Et souvent, ce sont les intrigues les plus intéressantes. Ces nouvelles intrigues, elles permettent de garder le public en haleine. Cette expression, garder le public en haleine ou garder quelqu'un en haleine, ça veut dire qu'on garde la curiosité du public et les spectateurs ont envie d'en savoir plus. Ils sont impatients de voir le prochain épisode. Et en plus de cette nouvelle structure narrative, ces séries s'intéressent en fait à la vie quotidienne. Ce sont plus seulement des séries sur
le western, la police et les criminels, mais plutôt sur la famille, l'amour, l'argent. Des sujets qui intéressent quasiment tout le monde, des sujets qui sont vraiment universels. Et en plus de ça, chaque jour, il y a un nouvel épisode, donc finalement, les spectateurs ont l'impression d'évoluer et d'accompagner les personnages. Ils ont presque l'impression de faire partie de leur famille. Les séries emblématiques de cette époque, ce sont par exemple les Feux de l'amour. Donc ça, c'est le titre français, mais le titre anglais, c'était The Young and the Restless. Également Amour, gloire et beauté, dont le titre original est The Bold and the Beautiful. Ces deux séries ont été très populaires en France. On a commencé à les diffuser à la fin des années 80 et depuis, elles sont toujours diffusées. Elles passent toujours à la télévision et elles ont un public qui est très fidèle. Évidemment, c'est un public qui a commencé à les regarder dans les années 80 et qui a un peu vieilli avec les personnages. Donc, comme vous l'imaginez, c'est pas une série qui est très populaire auprès des jeunes. Mais au début des années 2000, en 2004 plus précisément, la France a créé sa propre série, un peu sur ce modèle, qui s'appelle Plus belle la vie. C'est une série qui est diffusée depuis 2004 sur France 3 et qui parle de la vie quotidienne d'habitants de Marseille qui vivent dans un quartier imaginaire qui s'appelle le Mistral. Et un peu comme dans Les Feux de l'amour et Amour, gloire et beauté, on voit ces personnages évoluer, les problèmes qu'ils ont les uns avec les autres, etc., etc. Mais ce qui est intéressant et ce qui le différencie un peu des feuilletons américains, c'est que, en plus de cette vie quotidienne, il y a des éléments de séries policières, avec parfois des crimes, des enquêtes, etc. Et puis la majorité des personnages appartiennent à la classe moyenne. Pas à la bourgeoisie, mais vraiment à la classe moyenne, donc c'est facile pour une grande partie des Français de s'identifier à ces personnages. Donc ça, c'était la deuxième période des séries, la fin des années 70 aux années 80, avec la naissance des feuilletons, des soap operas. Ensuite, au début des années 90, il y a une série complètement novatrice qui fait son apparition et qui s'appelle Twin Peaks. Je ne sais pas si vous connaissez cette série, personnellement c'est une de mes séries préférées. Elle a été réalisée par David Lynch. Twin Peaks, c'était une série très travaillée avec un univers vraiment fort, un scénario palpitant, passionnant, et on peut dire qu'après quelques années, c'est devenu une série culte, qui, un peu plus tard, a influencé beaucoup des séries qu'on peut voir aujourd'hui. Mais Twin Peaks, dans les années 90, c'est resté un ovni. Quand on dit que quelque chose est un ovni, en français, c'est une abréviation pour dire un objet volant non identifié. Donc en anglais, on dit UFO, mais en français, on dit OVNI, objet volant non identifié. Et on dit que quelque chose est un ovni quand c'est complètement différent du reste, quand on a l'impression que ça vient tout droit de l'espace. Donc je vous dis que Twin Peaks était un ovni parce qu'à cette époque, c'était vraiment une série très très innovante et qu'il n'y avait rien de comparable à la télévision. Avec le passage au XXIe siècle et les années 2000, les séries gagnent leurs lettres de noblesse. Gagner ces lettres de noblesse, c'est une expression pour dire obtenir une forme d'acceptation sociale, une forme de reconnaissance qu'on n'avait pas avant. Donc au début des années 2000, les séries gagnent leurs lettres de noblesse et elles sont enfin reconnues par la critique et un public de plus en plus large. Ça, c'est grâce principalement à 3 séries qui étaient produites par la chaîne privée HBO, 3 séries qui ont complètement changé la donne. Changer la donne, ça veut dire qu'elles ont bouleversé la situation, qu'elles ont radicalement changé la situation. Ces 3 séries, ce sont Soprano, Six Feet Under et The Wire.
Pourquoi ces 3 séries ont changé la donne? Eh bien, parce que c'était des très grosses productions avec une qualité qui était digne du cinéma, qui était à la hauteur des films de cinéma, ce qui a permis en fait de séduire un nouveau public, un public qui avant était trop exigeant pour regarder les séries télévisées, mais qui finalement s'est rendu compte que avec ces 3 séries, il pouvait regarder quelque chose de la même qualité qu'un bon film au cinéma. Et puis, ces séries, elles avaient plus de liberté parce qu'elles étaient diffusées sur des chaînes du câble, c'est-à-dire sur des chaînes payantes. Cette liberté, ça leur permettait de traiter de sujets qui intéressent beaucoup les spectateurs, comme le sexe, la drogue, les crimes, la violence, etc., etc. Et en plus de ces sujets très vendeurs, très attirants, les scénaristes ont commencé à se concentrer davantage sur les personnages. Les personnages des séries sont devenus de plus en plus complexes, avec des caractères et des histoires vraiment intéressantes. Donc, les spectateurs s'attachaient aux personnages et ils faisaient plus attention à la personnalité des personnages que à l'intrigue de l'épisode ou de la série. Parmi ces nouveaux personnages, on a vu apparaître un profil très intéressant pour le public, le profil du anti-héros. Le anti-héros, c'était par exemple Dexter, ce tueur en série, ou alors Frank Underwood, joué par Kevin Spacey dans la série House of Cards, qui jouait un politicien immoral et corrompu. Avant ces séries, on voyait très rarement ce genre de anti-héros à la télé, et progressivement, il est devenu de plus en plus populaire et très apprécié du public. Donc maintenant, évidemment, il y a énormément de séries qui présentent ce genre de personnages. Et aujourd'hui, on peut dire que les séries n'ont plus rien à envier au cinéma. Ça aussi, c'est une expression. Ne rien avoir à envier, ça veut dire qu'on n'a pas de raison d'être jaloux de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, les séries n'ont rien à envier au cinéma, elles n'ont pas de raison d'être jalouses du cinéma parce que aujourd'hui, elles proposent des concepts tout aussi intéressants et elles séduisent un public de plus en plus large. Donc aujourd'hui, on peut avoir l'impression que nous sommes à l'âge d'or des séries. Et justement, maintenant, on va voir plus en détail ce qui fait la popularité des séries aujourd'hui. Le premier ingrédient de cette popularité, c'est quelque chose qui concerne plutôt l'aspect technique. Maintenant, grâce aux plateformes comme Netflix ou Amazon, c'est extrêmement facile d'accéder à toutes ces séries. On peut regarder des saisons entières en restant confortablement installé chez nous, pour un abonnement mensuel qui n'est vraiment pas très cher, qui est vraiment accessible. Par exemple, le prix de cet abonnement mensuel, c'est souvent le prix d'un billet de cinéma dans une grande ville. Donc c'est beaucoup plus rentable d'avoir un abonnement Netflix que d'aller au cinéma une fois par mois pour voir un film. En plus, on a un peu l'impression que le cinéma est en panne d'inspiration, que le cinéma commence à manquer de créativité. Quand on regarde les films qui sont à l'affiche, les films qui sont au cinéma, surtout en été, on voit que ce sont seulement des blockbusters qui exploitent les licences le plus possible pour minimaliser les risques financiers. Les producteurs investissent beaucoup d'argent et ils ont peur de perdre cet argent, que le film ne soit pas assez populaire. Donc, au lieu de tester des nouveaux concepts, ils prennent des concepts qui ont déjà marché et ils font simplement un nouvel épisode. Ils écrivent simplement la suite. Si vous aimez les films de super-héros, c'est super parce qu'il n'y en a jamais eu autant au cinéma. Mais si vous préférez d'autres styles ou des concepts plus innovants, ça peut être difficile de trouver quelque chose d'intéressant au cinéma en ce moment. Au contraire, au niveau des séries, il y a une offre maintenant qui est extrêmement riche. Il y a tellement d'univers, de concepts et d'histoires différents que c'est très facile pour chacun de trouver une série qui lui correspond.
Et en général, chaque série a plusieurs saisons, donc ça permet de passer vraiment beaucoup de temps devant la télévision. Et puis, grâce aux algorithmes de ces plateformes, on peut nous proposer des choses qui nous correspondent vraiment à nos goûts. Moi, très souvent, quand je suis les recommandations de Netflix, quand je suis leurs conseils, je découvre une nouvelle série qui est vraiment plutôt pas mal et que peut-être je n'aurais jamais trouvé tout seul. Ce qui fait que les spectateurs n'ont vraiment pas beaucoup d'efforts à faire pour trouver une série qui leur plaît. Paradoxalement, pour certains spectateurs, tout ce choix qui existe aujourd'hui, ça peut être une source de frustration. Si vous avez un abonnement à une plateforme comme Netflix, je suis sûr que vous avez déjà été dans cette situation. C'est le soir, après le travail, et vous avez envie de regarder quelque chose, vous ne savez pas quoi, et il y a tellement d'options que c'est impossible pour vous d'en choisir une. Et si vous êtes avec une deuxième personne avec qui vous voulez regarder quelque chose, là, ça peut vraiment devenir compliqué et ça peut même provoquer des disputes. Donc, toutes ces options, cet embarras du choix qu'on a, ça peut poser problème. Mais bon, ça, c'est peut-être un détail. En plus de ça, on peut dire que maintenant, les séries sont devenues un phénomène de société. Comme je l'ai dit dans l'introduction, les séries sont un sujet de conversation récurrent dans toutes les sphères de notre vie. Je me rappelle quand je travaillais encore en entreprise, au déjeuner, c'était un sujet qui revenait régulièrement. Tout simplement parce que tout le monde regarde des séries, c'est pas un sujet politique ou polémique qui va déclencher des disputes, mais voilà, ça permet d'avoir quelque chose dont on peut parler, et puis ce sont des sujets qui sont assez riches parce que on peut analyser la psychologie d'un personnage, on peut imaginer la suite, essayer de savoir ce qui va se passer. Donc, ça permet vraiment de parler pendant des heures et des heures. Justement, comme je vous l'ai promis, moi je vais vous recommander 2 séries françaises qui sont normalement disponibles sur Netflix. Netflix a des droits différents dans les différents pays, donc je suis pas sûr à 100% qu'elles seront disponibles dans votre pays, mais je sais au moins qu'elles sont disponibles aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Australie. La première série s'appelle 10%, c'est un mélange de comédie et de drame. 10%, c'est le montant de la commission des agents artistiques, ces personnes qui s'occupent d'acteurs, de chanteurs, etc. Et justement, cette série, elle se passe dans une agence artistique. Donc c'est assez drôle, ça utilise un vocabulaire très actuel, très contemporain, très naturel, et c'est pour ça que je vous encourage vraiment à la regarder. La deuxième série, elle peut être un peu plus compliquée à comprendre, elle s'appelle Au service de la France, et elle se passe dans les années 60 dans les services secrets français. Là, c'est une comédie et c'est vraiment très drôle parce que c'est une caricature de la bureaucratie française et de l'attitude des Français à cette époque, le chauvinisme, le misogynisme, la xénophobie, etc. Donc, ça permet vraiment d'avoir une critique acide de la société française de cette époque. D'ailleurs, il y a certains éléments qu'on retrouve toujours aujourd'hui, malheureusement. Mais c'est présenté d'une façon amusante et divertissante. Ça peut être un peu difficile à comprendre si vous ne connaissez pas trop l'histoire de la France, parce que ça fait référence à la colonisation, par exemple. Mais justement, ça peut être un bon moyen pour vous de vous intéresser à ce sujet, et ensuite vous pouvez toujours faire quelques recherches pour en apprendre plus. On arrive à la fin de ce podcast, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous rappelle aussi que si vous voulez me soutenir, si vous voulez m'aider, vous pouvez laisser une évaluation sur iTunes ou sur Facebook, ça me fera très plaisir. Mais vous pouvez aussi partager le podcast avec vos amis, votre famille, avec toutes les personnes que vous connaissez qui apprennent le français.
C'est tout pour aujourd'hui, encore merci, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode, et en attendant, n'oubliez pas de faire un peu de français tous les jours. À bientôt, ciao!